des solutions. Quelles solutions aujourd'hui pour mieux vivre? Eh bien, pour que les femmes vivent mieux, et certains hommes, c'est quand même très rare, quand elles sont atteintes du cancer du sein. Vous savez, c'est Octobre Rose en ce moment. C'est une opération qui permet chaque année de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de collecter évidemment des fonds pour la recherche. Quelle solution donc pour mieux vivre les malades de ce cancer qui soignent aujourd'hui très bien, à partir du moment où il est pris en charge tôt, suivi médical bien sûr, mais aussi psychologique, thérapeutique, accompagnement social, soins, support, groupe de parole. Aujourd'hui, c'est près de 60 000 femmes qui sont diagnostiquées chaque année, mais elles sont 2 fois plus nombreuses à présenter des dispositions quant à cette maladie. Le cancer du sein, on le rappelle, c'est le cancer qui tue le plus chez les femmes, 12 000 décès chaque année. Alors, comment améliorer le suivi, le dépistage? Camille Grenu, on voit ça avec nos invités. Avec nous, le docteur Carole Bouleuk, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du département des soins de support. Vous nous expliquerez ce que c'est à l'Institut Curie, qui est l'établissement de soins européen le plus en pointe sur le cancer du sein. Laure Guérou-Acolas, vous êtes fondatrice de l'association Patients en réseau, qui est le premier réseau exclusivement social, exclusivement destiné aux malades, femmes, hommes. On l'a dit, 1% des cas, mais aussi leur famille. Et puis avec nous en Skype, Christophe Rousseau, vous êtes fondateur d'Exolis. C'est une société experte en parcours de santé connectée. Vous mettez en place des applications dans les hôpitaux, et spécifiquement pour ces patientes. Alors merci à vous trois d'être avec nous. On va voir pourquoi toutes ces solutions, elles sont excessivement importantes, en particulier dans certains milieux ruraux où les femmes se font dépister beaucoup trop tard. Et vous le disiez Myriam, la précocité du dépistage est la clé vraiment de la guérison. Regardez. Une tasse de café pour discuter, rire et oublier l'espace de quelques minutes les problèmes de santé. Arrivée de Lille en 2009, Marie-Thérèse a passé plus de 10 ans sans se faire dépister. Le mois dernier, un cancer du sein lui a été diagnostiqué. J'allais faire des mammographies parce que c'était pas loin, on avait des moyens de locomotion, tandis qu'ici il n'y a rien. J'ai fait une mammographie depuis un bon moment. À chaque fois, j'ai la poubelle. Oh, on verra ça plus tard. Oui, mais plus tard, voilà le résultat aussi. Un manque criant de transport et de professionnels de santé, suffisant pour repousser au lendemain leur rendez-vous. À chaque consultation, ces femmes doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres et demander de l'aide systématiquement. C'est embêtant de déranger toujours les gens, quoi. C'est ça, moi j'aime pas ça. Moi ça me fait honte, quoi. J'aime pas. J'ai pas été élevée comme ça, j'aime pas. Face à cet isolement, le réseau Santé Sociale de Haute-Gironde propose de prendre en charge 3 trajets par an et par personne pour motif médical. Objectif, éviter le renoncement aux soins de plus en plus important en zone rurale. On sait que quand un cancer est diagnostiqué tôt, on arrivera plus facilement à le soigner. Et donc on le voit sur les chiffres de la Haute-Gironde, il y a effectivement un taux de mortalité qui est important concernant le décès par cancer. Donc on pense qu'en aidant ces personnes-là justement à avoir des rendez-vous, on peut jouer sur ce taux-là. La mammographie est proposée gratuitement. Pourtant, dans les zones les plus excentrées de Gironde, moins d'une femme sur 2 se fait dépister. Allez, au revoir. Laure Guérou-Acolas. Laure Guérou-Acolas, on entendait dans ce reportage Nicole qui dit « Je n'aime pas déranger les gens ». Donc elle ne dérange pas son médecin, elle tarde trop et elle a un cancer du sein. D'où vous est venue votre idée à vous de créer ce réseau social pour les patients atteints d'un cancer du sein? Je parle donc au masculin qui l'emporte, puisqu'il y a aussi des hommes et leurs familles. D'où ça vous est venu? En fait, moi j'ai été patiente quand j'avais 39 ans. À l'époque, j'habitais à l'étranger. J'ai été soignée entre la Turquie et la France. Et en fait, mon expérience, l'isolement que j'ai ressenti est rentré en résonance quand je suis rentrée en France avec les personnes qui vivaient en banlieue, dans les villages, dans les petites villes. Parce que finalement, il y a relativement très peu de choses près de chez vous. Et donc, on se sent très très seul et on n'accède pas au soutien. Et donc, avec mon réseau Cancer du sein, qui est notre premier projet, les patients, donc femmes et hommes, ils sont très peu nombreux, mais il y a un petit groupe spécial
dédiés aux hommes sur ce réseau, et également leurs proches peuvent donc échanger entre eux, mais au-delà de l'échange, retrouver des contenus d'information dédiés aux malades, des adresses utiles, etc. Et quand on pense dépistage, c'est vrai que c'est très intéressant cette idée de pas déranger. Il y a à la fois pas déranger le médecin, mais il y a aussi pas déranger le voisin ou l'ami ou l'enfant pour vous emmener à plusieurs kilomètres. Donc on le soulignait, il y a des initiatives de rendre plus accessible la mammographie, notamment avec des campagnes en bus ou en camion. Il y a justement une expérience actuellement dans les banlieues parisiennes avec un camion qui va bouger pour donner l'accès à la mammographie par ce biais-là. Ça existe dans certaines régions justement pour répondre aux besoins en ruralité. Et je crois que c'est très important de rappeler aussi qu'il faut redonner, je dirais, le mouvement des femmes en général vers le dépistage, parce que c'est quand même la première façon de découvrir le plus tôt possible la maladie, sans oublier qu'avant l'âge du dépistage, donc 50 ans, il faut que les femmes jeunes apprennent les gestes d'autopalpation, finalement apprendre à connaître son corps, et quand il y a quelque chose qui cloche un peu, un signe dans son sein, aller consulter. Mais je vous cache pas que moi j'entends beaucoup chaque année, on en parle là, de la boule qui doit être sous le sein, je crois. C'est quelque chose qu'on ne sent pas. Il faut se palper, docteur, pour être sûr qu'il se passe quelque chose. Donc, on va le dire ici, il me semble, si j'ai bien regardé toutes les vidéos Instagram qui circulent depuis ce mois-ci, et c'est pas mal les réseaux sociaux pour ça, sous le bras. Et quoi d'autre? Des deux côtés. Des deux côtés, bah oui, c'est pas bête, oui, des deux côtés. Donc sous la poitrine, sous le bras, voir si on sent pas des petites boules, des petits ganglions, ça doit alerter. Tout de suite, on prend rendez-vous avec son docteur. D'autres signes? Mais en fait, il y a aussi ce que les jeunes femmes rapportent, par exemple, ça peut être le mamelon qui change d'aspect, ou qui rentre un petit peu vers l'intérieur, ou un petit peu de liquide qui coule. Il y a des choses comme ça c'est pas forcément une boule, en fait. Quelque chose qui est vraiment un peu bizarre et qui persiste, ou voilà, qui change par rapport à l'habitude. C'est pour ça qu'il faut connaître son corps. Et puis, du coup, se dire, tiens, là, c'est... Et pas avoir peur de déranger. Christophe Rousseau, vous êtes fondateur donc d'Exolis, qui est une société experte en parcours de soins, et vous créez donc des applications à la demande pour les hôpitaux. L'Institut Curie a sa propre application. L'idée, c'est de mettre les patientes justement plus en contact direct avec leurs praticiens si elles ont un doute, une question, et puis aussi de faire dans le pratique pour pas décourager sur l'administratif. C'est ça ? Exactement, oui. Le principe est vraiment une relation, vraiment une interaction à double sens, c'est-à-dire, je dirais, grâce au numérique justement, amener l'information, pousser l'information, typiquement, pour qu'ensuite les patientes puissent avoir dans leur poche quelque chose de personnalisé en termes de comment réagir par rapport à des effets secondaires, comment se rééduquer après une opération. Donc ça peut être vraiment dans le sens vers le patient ou la patiente. Et puis ensuite, c'est effectivement grâce à tous ces outils de télémédecine, pouvoir prolonger la prise en charge en fait au domicile. Et ça c'est un point clé également, puisque on est dans des parcours de soins qui sont à la fois forcément longs, mais également qui impliquent beaucoup d'acteurs. Et le fait de pouvoir prolonger ça et pouvoir continuer à garder le lien avec tous ces soignants depuis son domicile, c'est quelque chose d'important également que permet le numérique. Alors ce numérique, il permet aussi de conserver... Que permet le numérique. Alors ce numérique, il permet aussi de conserver ces documents, ces radiographies, ces ordonnances, ces rendez-vous pour pas les rater. Le numérique est devenu très important pendant la crise sanitaire, notamment pour le suivi des patients. On sait que avec le Covid, les hôpitaux surchargés, il y avait beaucoup de rendez-vous qui étaient reportés, de patients qui n'osaient plus venir vous voir. C'est devenu, docteur Bouloc, quelque chose d'important. Oui, très rapidement, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un danger parce que beaucoup de patients avaient peur de venir à l'hôpital et qu'il y avait là un grand danger de sous-traitement, de sous-dépistage. On en a parlé et on a essayé très vite à l'Institut Curie de réagir en essayant par deux voies. D'abord de développer les téléconsultations et ça, effectivement, ça a rendu énormément de services. On peut faire des consultations médicales de qualité avec un patient qui reste à domicile. Et il suffit pour ça d'avoir des moyens de communication, de télécommunication qui fonctionnent maintenant très bien. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a aussi on a essayé de convaincre
les patients qu'il y avait des circuits safe en termes de risque Covid au sein de l'hôpital, que pour certaines opérations qui ne peuvent pas se faire à la maison, on pouvait venir à l'hôpital en toute sécurité, avoir une intervention chirurgicale pour son cancer ou des cycles de chimiothérapie. Les soins qui n'étaient pas urgents ont été reportés, mais les autres, il fallait tout de même continuer à les faire. Donc ça a été, oui, très important. Et alors, du coup, vous qui vous occupez donc de ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire tout ce qui ne sont pas des soins directs, mais on sait que le cancer aujourd'hui, guérir, ça passe aussi beaucoup par le mental. Et être une femme atteinte d'un cancer du sein, ça atteint la féminité, ça touche beaucoup de choses en nous. Donc les soins support sont aussi destinés à un meilleur suivi des femmes et des hommes atteints d'un cancer du sein. Peut-être les hommes, vous en voyez moins dans vos services, mais ils en ont besoin aussi de ce soutien-là, physique, moral, psychologique. Complètement. Je pense que maintenant, les soins de support, c'est une pierre essentielle, angulaire du traitement du cancer, à côté des traitements spécifiques qui ont pour but d'amener la guérison. Il y a les soins de support qui sont centrés sur la qualité de vie des patients. Même si on ne peut pas autant cliver les deux aspects, parce que grâce à des soins de support, vous allez avoir moins d'effets secondaires et pouvoir mieux suivre vos traitements du cancer. Et si vous avez des traitements du cancer efficaces, vous allez avoir une meilleure qualité de vie. Donc en fait, les deux travaillent ensemble et les soins de support travaillent main dans la main avec les oncologues. Mais je pense que ces solutions technologiques de suivi des patientes grâce à des applications sont très importantes. Mais il reste quand même le facteur humain, l'accompagnement. Dans un sondage via Voice récent que l'Institut Curie a mené, 3/4 des Français pensent que pour continuer à améliorer la qualité de vie des patients et des patients qui ont un cancer du sein, ça passe par plus d'accompagnement face à la douleur physique et face au stress et aux difficultés psychologiques. Alors j'ai envie de vous demander à tous les trois, peut-être Christophe Rosso, vous d'abord, un message pour les patientes qui nous regardent ou les patients qui nous regardent, pour ne pas avoir ce sentiment de déranger et pour être mieux suivis, mieux accompagnés dans les démarches. Vous diriez que votre solution, du coup, c'est quoi, le mot-clé ? Moi, je dirais que le mot-clé, c'est lien, véritablement, c'est-à-dire la capacité de pouvoir avoir de l'info et ne solliciter finalement les personnes que quand c'est réellement nécessaire. Voilà. Laure Guérou-Acolas, le lien, la perche étendue. Le lien, c'est évidemment essentiel. Je pense que pour les personnes qui ne sont pas malades, c'est vraiment aller vers le dépistage et apprendre à se connaître. Pour les personnes qui sont en soins, c'est effectivement de découvrir ces outils qui sont proposés dans certains centres, les réseaux sociaux et mon réseau cancer du sein par exemple, pour finalement, ce qui est formidable dans ces outils, c'est que ça permet de personnaliser les informations qui viennent vers vous, pour finalement s'y retrouver, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes parcours de soins, et effectivement, finalement mieux anticiper les relations avec son équipe de soins et rester en lien avec elle pour accéder à des soins ou des soins de support adaptés à sa situation. Docteur Bouleux, qu'est-ce qu'on peut résumer en disant que le mot-clé dans tout ça, c'est collectif, être un collectif de patientes, un collectif patient-médecin, travailler ensemble? C'est une excellente formule, mais si je peux me permettre, j'ajouterai le mot mental que vous avez cité d'ailleurs au tout début. Et je pense que c'est très important aussi de délivrer ce message. Souffrir, ce n'est pas une fatalité quand on a un cancer du sein. Il y a des possibilités de prévention, d'attitudes de prévention et d'éducation qui vont permettre aux femmes qui suivent ce parcours difficile de cancer du sein de mieux le vivre. Je ne sais pas si j'ai le temps de développer, mais il y a par exemple l'activité physique adaptée. On sait que souvent quand on a un cancer, on est un peu effondré, on a tendance à arrêter toute activité, ce qu'il ne faut pas faire. On sait qu'il faut continuer l'activité physique et on met en place des programmes d'accompagnement pour celles qui n'avaient pas l'habitude avant le cancer ou pour celles qui se sont arrêtées. Il y a aussi l'éducation thérapeutique, il y a des programmes d'éducation thérapeutique en atelier collectif, et là je vous rejoins, pour essayer d'apprendre des compétences. Parce que finalement, on apprend, il faut être compétent pour être patient, pour mieux gérer les effets secondaires de l'immunothérapie, par exemple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les trois.